de bienvenue sur Ce qu'on ne nous apprend pas. C'est une série que l'enseignant et moi, on a commencé la semaine passée à la même heure. Euh, pour ceux qui sont là, coucou merveille, merci de tapoter. Quelqu'un a tapoté le live, merci. S'il vous plaît, tapotez le live au max. C'est ça qui nous encourage aussi à voir que, oh, vous aimez ce qu'on fait. Et ça nous encourage à se réveiller le matin à 8 heures du matin pour faire ça. Donc, les amis, nous avons l'enseignant de karma. Je vais te laisser un peu t'introduire en attendant que les gens entrent. D'accord, moi c'est l'enseignant de Kama. Je suis une personne qui est passionnée par le partage des connaissances. Je suis un littéraire tout court. Je suis un écrivain et également un, un idéologue, comme j'aime souvent me définir. C'est-à-dire que j'aime construire des théories idéologiques, construire des théories de pensée pour pouvoir les partager aux uns et aux autres. Donc, notamment, je suis en train d'écrire un essai géopolitique. Je ne vais pas donner le titre maintenant, peut être copié, mais je dirais que j'ai quand même le mérite d'être, je pense, la personne qui a créé ce concept-là et d'ici quelques années, certainement, on va en parler dans les universités. Donc, voilà, c'est tout pour moi J'aime et bien, j'aime comme tu dis ça juste comme ça. On va en parler dans les universités. Ok, papa. S'il vous plaît, les amis, merci de tapoter le live, tapoter au max. Merci beaucoup. Coucou Morning Stars, coucou tout le monde qui vient d'entrer. Re-bienvenue à ce qu'on ne nous apprend pas. Moi, c'est Nadji, un peu de mon expérience. Je suis licenciée en travail social. Tout ce qui a à faire avec la populace, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment améliorer la populace, c'est ça qui m'intéresse. Que ce soit la populace américaine où je me trouve, ou bien la populace camerounaise. Donc, mais là, aujourd'hui, on va dire la vérité. On apprend beaucoup, mais est-ce que ce qu'on apprend vraiment compte? La fois passée, la semaine passée, on a pris un moment pour réfléchir à une question simple. Et si on avait raté quelque chose dans notre manière de penser, nos choix entre l'école, les réseaux et notre environnement? Et beaucoup de facteurs nous influencent sans qu'on se rende compte. Donc, on a élaboré sur ça. Le vrai message, c'est que avant de vouloir changer, il faut d'abord comprendre qui nous sommes, comprendre notre environnement et ces éléments, ces facteurs-là qui peuvent influencer nos choix de vie. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live, partagez et peut-être dites-moi aussi d'où est-ce que vous venez. Donc, introduisez-vous dans les commentaires. On veut vraiment faire de ça une conversation. Coucou Wilson, je te vois. Cabrel, hi Cabrel. Merci l'enseignant d'avoir partagé le live. Donc, ici, vraiment, les règles sont simples. On se respecte. Pas de manque de respect. Sinon, on bloque directement. C'est pas... Donc, maintenant, on a parlé de l'éducation la semaine passée, on sort de l'école, mais on est perdu. Vous voyez, beaucoup de gens au Cameroun, il y a d'autres qui disent que l'école ne sert à rien, mais il y a d'autres qui encouragent la jeunesse d'aller à l'école. Mais pourquoi est-ce que quand beaucoup d'élèves sortent de l'école, ils sont perdus? Donc, j'ai un scénario, quelqu'un a un diplôme en main, mais tu ne sais pas quoi faire, comment avancer, comment décider. Ma question est-ce que qui s'est déjà senti perdu avec l'école, oui ou non? L'enseignant de karma, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être perdu? Tu as fait l'école au Cameroun. Je voudrais un peu savoir quelle a été ton expérience quand tu as fréquenté et que tu sortais. Est-ce que tu penses que ça t'a équipé pour le monde, pour ce qui t'attend? bon, pour mon cas, il faudrait déjà dire que oui, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes parce que j'ai tout jeune su ce que je voulais faire et jusqu'aujourd'hui où je me trouve, c'est toujours ce que j'ai voulu faire depuis que je suis tout petit. Que ce soit dans le domaine des langues chinoises, que ce soit dans le domaine professionnel en tant qu'enseignant, que ce soit dans la traduction. Bref, je suis aujourd'hui en quelque sorte le résultat d'une personne qui a nourri une passion et qui a nourri une passion qui est encore d'actualité dans le monde du travail. Parce qu'il faut qu'on dise que être interprète français, anglais, chinois aujourd'hui, c'est encore recherché.
être interprète français-chinois, c'est encore recherché. Ça ouvre encore beaucoup de portes, ça ouvre beaucoup d'opportunités, même dans le domaine des relations internationales, dans le domaine des organisations internationales, etc. Donc, je dirais d'abord que, de prime abord, oui, moi, je n'ai pas eu ce déficit d'orientation maintenant. Sauf qu'il y a toujours des petites difficultés auxquelles on se heurte. Par exemple, après l'obtention de mon baccalauréat, il fallait d'abord trouver une structure qui puisse me former en traduction français, anglais, chinois. Et c'était pas très évident au début, mais après j'ai eu l'orientation nécessaire, je me suis fait former. Ensuite, je n'ai malheureusement pas terminé mon cursus, je suis venu en Chine. Je suis venu en Chine pour déjà reprendre et continuer en littérature et langue chinoise. Donc les difficultés déjà ont été déjà le fait que tu sois un peu seul dans la famille. Il faudrait déjà dire que c'est vrai que dans ma famille, on a un profil, il y a beaucoup de littéraires, on a des docteurs et tout. Mais quelqu'un qui allait faire le chinois, etc., il n'y a pas. Ce qui fait que j'étais seul. Mais maintenant, ça me dérangeait pas beaucoup parce que j'étais assez conscient. Et je savais ce que je faisais. En fait, ça veut dire, dès que j'étais plus petit, quand on a dû choisir la série, peut-être pas faire quatrième A, quatrième chinois, quatrième et tout, j'ai décidé très tôt de dire que moi, je vais faire le chinois. Ma mère a dit non, pourquoi tu as fait le chinois? J'ai dit non, moi, je sais ce que je fais. Avec les résultats scolaires, elle s'est rendue compte que voilà, j'avais de très bonnes notes. J'ai poursuivi cette lignée-là. J'ai eu beaucoup d'opportunités de travail, même après mon baccalauréat, mais j'ai poursuivi jusqu'à l'université, jusqu'à ce que je sois aujourd'hui où je suis. J'ai d'ailleurs travaillé dans plusieurs projets dans le domaine de la traduction. Donc, pour moi, ces difficultés, si ce n'a été des difficultés financières, déjà oui, parce que je payais cher, je payais, je pense, 450 000 l'année, sans compter qu'il fallait payer le rattrapage et tout. C'est pas facile pour toutes les familles. Voilà, c'est pas facile pour toutes les familles. Je ne suis pas le seul. Ma mère a 7 enfants. Donc, imagine un peu. Donc, voilà, sur le plan financier, c'était énorme avec les documents qu'il fallait acheter et tout. Il fallait aussi que je me batte moi-même en tant qu'enseignant dans des structures, dans des établissements pour pouvoir compléter tout ça. Donc, c'est en réalité ça, ma petite expérience. Bon, maintenant, en Chine, c'est autre chose. En Chine, c'est l'immersion. Tu es immergé dans le cadre de la langue chinoise. Tu as accès à la culture, tu as accès à la connaissance, tu as accès même à la population qui peut parler chinois avec toi. Tu peux te faire des contacts parce que lorsque tu rentres dans un avion et que tu voyages, il y a des Chinois qui ont des entreprises au pays. Donc, étant déjà dans l'avion, tu peux communiquer avec eux pour qu'ils te donnent des orientations sur comment t'insérer dans le monde socio-professionnel. C'est un peu ça, merci. Ok. Et maintenant, en relatant ça peut-être avec notre audience, je vais te donner un scénario et tu vas un peu me reprendre par rapport à ça. Un étudiant apprend ses cours, passe ses examens, obtient son diplôme au Cameroun, mais une fois dans la vie active, il ne sait pas prendre ses décisions seul. Ma première question est quelle est la différence entre apprendre et comprendre, selon vous? Et aussi en commentaire, n'hésitez pas à écrire. C'est déjà une question qui est très intéressante. La différence entre apprendre et comprendre. Alors, je ne vais pas trop entrer dans l'étymologie du mot parce que ça va entrer dans les définitions, les grosses définitions. Mais je vais amener d'abord un élément simple. Apprendre et comprendre. Apprendre, c'est l'action d'acquérir ou bien l'action de vouloir acquérir. Parce que apprendre, c'est d'abord une décision, c'est une volonté. On veut apprendre. Donc, apprendre, c'est d'abord la volonté de vouloir acquérir des connaissances. La volonté de vouloir comprendre le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que la décision de vouloir apprendre inclut déjà la finalité. Puisqu'on apprend pour comprendre, mais apprendre est différent de comprendre. C'est pour ça que tu as posé cette question. Donc, apprendre d'abord, c'est cette volonté qu'on a à vouloir observer le monde qui nous entoure, cette volonté qu'on a à vouloir nous repérer dans le monde qui nous entoure, cette volonté qu'on a à vouloir communiquer avec le monde qui nous entoure. Parce que je ne peux pas communiquer avec toi si je n'apprends pas de toi. Je ne peux pas communiquer avec toi si je n'essaye pas de te connaître. Maintenant, au fond,
il aurait fallu maintenant que je puisse te comprendre pour qu'on amène la conversation plus loin. Maintenant, c'est quoi comprendre? Comprendre est, selon moi, je ne vais pas donner des termes trop compliqués, est, selon moi, l'immersion qu'on va faire de tout ce qu'on a appris. Ça veut dire quoi? Tu as appris une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, cinq choses, et tu as la capacité maintenant de pouvoir résoudre des problèmes avec ces apprentissages-là. C'est ça qui différencie une personne qui a appris d'une personne qui a compris. Ça veut dire, on a une personne qui a appris que 1 plus 1 égale 2, d'accord. Mais si tu as appris que 1 plus 1 égale 2 et que tu n'arrives pas à faire l'addition entre un macabo et un autre macabo dans une situation problème, ça veut dire que tu n'as pas pu comprendre de quoi il était question. Or, une personne qui a eu la capacité de comprendre de quoi il est question peut répondre et peut résoudre des problèmes dans sa société. C'est pour ça que dans le précédent live, je disais, tout apprentissage qui ne résout pas les problèmes de ton environnement, c'est un apprentissage qui ne sert à rien. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde. Si cette intelligence-là ne permet pas de résoudre des problèmes dans la vie de tous les jours, cette intelligence ne sert à rien. Donc, comprendre, c'est donc justement la faculté immersive qu'un individu a à pouvoir résoudre les problèmes de son environnement avec les connaissances qu'il a acquises. Donc, je pense que je m'arrête d'abord là. Je pense que c'est plus facile comme ça. Et aussi, je pense que moi personnellement, quand il s'agit de comprendre, il faut d'abord que la personne soit capable de comprendre, ou bien soit, they have to be willing to understand, si tu comprends un peu. Donc, tu peux parler à quelqu'un, tu peux être en train de parler, mais si la personne ne veut pas recevoir ou bien n'est pas prête à recevoir ce que tu dis à la personne, c'est la même chose avec l'éducation. La personne ne va pas comprendre. Et c'est ça de fois que quand les gens partent à l'école et ils ne choisissent pas peut-être des filières qui leur intéressent, ils choisissent peut-être des filières que les parents, la société leur demandent de choisir. Ils partent à l'école, ouais, ils vont apprendre, mais après qu'ils sortent, est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils sont capables d'utiliser cette connaissance-là pour aider les autres, pour être utiles dans la société? Et c'est là où, des fois, ils sont découragés. Oui, en fait, ce que tu dis est important, mais ça va même encore nous permettre, on va parler très vite au début, mais ça nous soulève quelque chose d'important. Vous savez, on apprend, on comprend, mais nous sommes dans un milieu. Ça soulève une problématique. La problématique qui va lier l'apprentissage à la compréhension. Si tu es dans une société là où on t'apprend à laver les assiettes et que, en réalité, la société n'a pas besoin des gens qui lavent les assiettes, il est clair que même si c'est que tu as compris comment laver les assiettes, cette compréhension ne va te servir à rien dans cette société-là. Ça veut dire que tu as appris à laver les assiettes, sauf que la société n'a plus besoin des gens qui lavent les assiettes. Tu as bien appris à laver les assiettes, tu as même compris comment laver les assiettes, tu as compris qu'il y a le kumbo, il y a le plat à sable, il y a le plat en inox, tu connais même toutes les différences qu'il y a entre les assiettes. Mais quand tu arrives dans la société, on te fait comprendre qu'on n'a pas besoin des gens qui lavent les assiettes, on a plutôt besoin des gens qui lavent les voitures. Si maintenant, tu n'as pas une capacité d'adaptation, et c'est là où l'apprentissage va être lié à la compréhension. Pourquoi? Parce que l'être humain a la capacité d'apprendre encore et encore. Sauf que quoi? Sauf que plus on apprend quelque chose, plus on découvre de nouvelles choses liées à ce qu'on a appris et des choses qui sont différentes de ce qu'on a appris. Ce qui fait que ça va poser le problème de la méthodologie de l'apprentissage. Comment est-ce que tu apprends? Puisque si tu apprends mal, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu auras l'impression que tu n'as pas compris. Pourtant, tu as bien assimilé ce que tu devais apprendre. Tu as même bien compris ce que tu devais comprendre. Mais jusque-là, cette compréhension ne te permet pas de laver la voiture. Parce que dans ta tête, tu penses que laver les assiettes, l'action de laver s'applique uniquement aux assiettes. Or, une société qui a bien structuré son apprentissage, une société qui a bien structuré sa connaissance, va permettre à l'apprenant ou bien va donner les capacités à l'apprenant de comprendre que
Connaître laver les assiettes, c'est bien, mais connaître qu'on peut laver autre chose comme la voiture, c'est aussi mieux. Pour que demain ou après-demain, s'il n'y a pas d'assiette à laver, tu utilises cette connaissance que tu as apprise pour laver les assiettes, pour laver les voitures. Par conséquent, tu résous un problème précis avec non seulement la connaissance que tu as pu acquérir, et de deux, la compréhension que tu as eue de cette connaissance que tu as acquise. Merci. Et c'est la responsabilité de qui? De la personne, de l'individu, ou bien la responsabilité des enseignants d'être capable de relier cette information à cet individu, à cet étudiant-là. Parce que tu as bien dit, il faut que tu apprennes, oui, mais comprendre, c'est aussi être capable de relater ta connaissance quand il s'agit des changements de la société. Parce que notre société, ça évolue, tu vois un peu. Et maintenant, tu laves la voiture, mais si peut-être demain, il y a un camion qu'il faut laver, est-ce que tu seras capable de laver ce camion-là? Donc, pour un peu relater ce que tu as dit et voir si j'ai un peu compris, est-ce que tu penses que c'est la responsabilité de cet individu-là d'acquérir cette continuation de connaissances ou bien c'est la responsabilité des enseignants de le faire? De prime abord, c'est d'abord la responsabilité des enseignants. D'abord. Dès le bas âge, c'est-à-dire à partir du moment où il est à la maternelle, les encadreurs ont déjà une première responsabilité. C'est de familiariser l'enfant à son environnement. C'est ça l'éducation de base. Faire comprendre à l'enfant qu'il est dans un environnement complexe avec ses semblables. Parce qu'un enfant qui vient de naître, il ne connaît même pas la différence qu'il y a entre lui et un chien. Puisque si tu le laisses au milieu des animaux, il va jouer comme un animal. Il va même commencer à aboyer. Tu comprends? Si tu laisses un bébé au milieu d'un chien, au milieu de plusieurs chiens, ce bébé va continuer seulement à aboyer. Puisque la société n'a pas mis des limites ou bien la société n'a pas donné des éléments pour qu'il comprenne qu'il est différent du chien. Tu comprends? Donc l'éducation de base, c'est d'abord ça. C'est d'abord permettre à l'enfant de se familiariser avec son environnement. Ça, c'est la responsabilité des enseignants. Maintenant, la responsabilité de l'enseignant, c'est aussi de se battre pour que l'enfant puisse comprendre. Une fois que l'enfant maintenant a la capacité de comprendre son environnement, on passe maintenant à l'enseignement primaire. On quitte l'éducation de base, on va à l'enseignement primaire. L'enseignement primaire, c'est quoi? L'enseignement primaire, c'est l'enseignant qui a le devoir et la responsabilité de pouvoir inculquer les valeurs et les éléments de base pour que l'enfant puisse résoudre les problèmes basiques. Les petits problèmes basiques, la morale, les petits problèmes de moralité, les petits problèmes de calcul rapide, 1 plus 1, 2. L'enfant peut commencer à résoudre les petits conflits. Ça veut dire que si ton camarade bagarre, tu dois avoir la capacité de dire que c'est pas bien de se battre. Tu dois avoir la capacité de se dire, maintenant qu'on arrive au lycée, à partir du lycée, on commence maintenant à familiariser l'enfant à cet environnement social qui est immense. Parce qu'à partir de là-bas, il découvre qu'on appelle plus le maître. On commence à dire professeur. Il commence à découvrir qu'il y a des disciplines. Il commence à découvrir que telle discipline, c'est l'histoire. Tel enseignant enseigne l'histoire. Il commence à découvrir des éléments qu'il ne connaissait pas. Là maintenant, l'enseignant a encore une lourde responsabilité. C'est déjà de se rassurer que les connaissances qu'il va donner à l'enfant et les connaissances que l'enfant a d'abord acquises étant au primaire ne doivent pas être en déphasage. Mais il faudrait qu'il prépare déjà l'enfant à acquérir ces connaissances-là. Au fur et à mesure, maintenant l'enfant a aussi sa responsabilité. Puisque l'être humain est condamné à évoluer. L'être humain est, je ne peux pas dire dans l'autodéterminisme, mais l'être humain est condamné à apprendre chaque jour. Il est obligé, un être humain est obligé d'apprendre. À partir de là, on enseigne donc la responsabilité d'apprentissage à l'enfant. Pour dire que tu es responsable de si tu échoues. Je vais te donner mon cours de mathématiques le soir. Si tu n'apprends pas, tu échoues. Ne viens pas te dire que c'est parce que l'enseignant devait mettre dans ta bouche. Là, l'enfant commence déjà à être responsable. Donc, pour mieux élucider ce conflit, ça nous permet déjà de comprendre que la responsabilité principale de l'apprentissage revient à l'enseignant. C'est l'enseignant qui doit se battre pour, et ça c'est l'enseignant à petite échelle, parce qu'à grande échelle, on a le système éducatif que l'enseignant lui va suivre, parce que l'enseignant ne peut pas forcément se battre contre le système éducatif. Et au-dessus du système éducatif, on a le système sociopolitique qui commande l'éducation. Et au-dessus du système sociopolitique, on a le système politique et le système étatique ou de gouvernance qui va gérer tous ces maillons-là. Donc, on comprend que l'enfant ou l'apprenant est le sujet. C'est lui qui reçoit tout.
S'il reçoit mal, il va mal appliquer. S'il n'est pas mis dans de réelles conditions d'apprentissage ou de réelles conditions d'immersion, il va mal appliquer. Ce n'est pas pour dire qu'il n'a pas de responsabilité. Il a une responsabilité dans la mesure où on lui a donné les armes. Mais si tu n'as pas donné les armes nécessaires à un enfant, pourquoi est-ce que tu vas essayer de le rendre responsable de ses actions? Maintenant, pour finir, on va maintenant entrer dans la réalité de la société. Ce que je disais là, c'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait se passer en principe. Sauf que nous sommes dans une société là où les enfants n'apprennent plus. Les enfants s'apprennent eux-mêmes. Les enfants s'éduquent eux-mêmes. Les enfants cherchent leurs orientations eux-mêmes. Dans les réseaux sociaux, dans les films de Mporo, dans les séries, dans les commentaires. C'est ça. L'éducation aujourd'hui, ce n'est plus les encadreurs qui éduquent aux enfants, mais les enfants aujourd'hui sont tellement, les jeunes ou bien les enfants, les apprenants sont aujourd'hui perdus au point où ils se sentent obligés d'apprendre par eux-mêmes parce que la société ne garantit plus les éléments nécessaires pour que ces gens puissent apprendre. La société ne rend pas le climat d'apprentissage favorable. Oh non, je pense que... Coucou ma patronne, je pense que le live a bugué. S'il vous plaît, tapotez le live, tapotez et partagez le live. Bonjour la baronne, bonjour ma patronne, j'espère que vous allez bien. Coucou mes la vie, ces gens qui aiment la vie, j'espère que vous allez bien. Je vais donner l'enseignant un peu au moment de revenir. Il est en Chine, donc ça veut dire qu'il doit se connecter sur un VPN pour être capable de nous rejoindre. Donc en attendant qu'il ne revienne, s'il vous plaît, merci de tapoter le live. J'ai pas encore dormi. Tu vois ta vie, voilà pourquoi. Merci princesse Malou, merci beaucoup. Pas encore dormi. Wombo, pourquoi tu n'as pas encore dormi? Ma patronne, il faut même que je t'appelle en fait. Il faut que je t'appelle. Ah, j'espère que ça va. Les amis, est-ce que vous allez bien? Hey, n'hésitez pas à aller dans ma galerie. Remplissez ma galerie s'il vous plaît. Si vous voulez envoyer les cadeaux, faites-le à travers la galerie. Les amis, vous aimez ma nouvelle coupe ou pas? Ah, enfin, quelqu'un déjà à 8 h du matin. Wow, wow. J'ai monté. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire? Est-ce que vous êtes en train de grignoter quelque chose? On attend l'enseignant parce que son VPN est en train de bugger. Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Nadji et je suis licenciée en travail social. Tout ce qui s'agit de notre communauté, c'est ça qui m'importe. Par exemple, moi je suis pas quelqu'un qui est high, qui est intelligente d'une manière où j'utilise les gros mots. Mon français est d'abord soulevé. Donc moi j'aime apprendre et j'ai cette manière là d'acquérir des connaissances à travers des questions. Moi, je suis quelqu'un qui aime poser 1000 questions. Je n'ai pas les réponses, donc j'appelle les gens qui ont peut-être les réponses. Et c'est ça qui m'anime, vous voyez. Donc, on va attendre l'enseignant. En attendant l'enseignant, d'où est-ce que vous me regardez? Et n'hésitez pas, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire des connaissances en commentaire. D'où est-ce que vous me regardez? La fille, s'il ne veut pas nous laisser dormir, waouh, c'est pas méchant. Vous savez, vous pouvez nous écouter comme un podcast. Moi, je dors avec les podcasts. Donc, ça aide aussi. Je peux vous bercer et dormir. Moi, je suis au Canada. Au Canada. J'adore ça. C'est tellement bien. C'est tellement bien. D'où est-ce que vous nous regardez? On a les Canadiens ici dans la place. Est-ce qu'il y a les Français, les Camerounais? Vous êtes où? Vous êtes où? Pouce Smith, tu te moques de moi. Et on va faire un live, moi et Pouce Smith, où on va parler on va parler de l'armée canadienne. Dakenjo, tu es de Yaoundé, maman, comment va Yaoundé? Tu vois ta vie. Je suis sûre que tu es sur là, voilà, maintenant, la connexion passe. Vraiment, vous là, vous exagérez. Let's talk. Okay, you can email me. Naji, Joseph, how are you? Good morning. Dakenjo dit très bien, va là-bas. Waka dit Yaoundé, tu vois. Il a dit now, I can't talk now. Je suis en train d'attendre l'enseignant pour qu'on continue notre conversation. Orange m'a déjà envoyé qu'il me reste 50 mégas. Tu vois ta vie. Tu vois ta vie, tu vois ta vie. J'ai une question vraiment, les amis. Vous pensez que vrai ou faux, on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie? Vrai ou faux? Est-ce que vous pensez on peut réussir à l'école sans être préparé? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le cas?
La question est, est-ce que vrai ou faux, on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie? Vrai, vrai, ok, ok. Vraiment, je suis. Est-ce qu'il y a une personne qui peut monter, me dire pourquoi? Ou bien défendre sa réponse? C'est pas quelque chose d'indiscret, hein. Ok, on a une personne qui veut monter. Comme toi, tu ne dors pas là. J'ai dormi, ok. Ah, laisse ça. On te se lève de une heure, tu as dormi. Est-ce que c'est son live, il était quelle heure? Toi, tu sais que tu es tu as une heure d'avance, hein? Donc, ma question, c'est que on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie, vrai ou faux, et pourquoi? Bon, vrai, on peut réussir à l'école, mais on ne réussit pas dans la vie. Je préfère même que quelqu'un me dise plutôt que je n'ai pas réussi à l'école, mais j'ai réussi dans la vie parce que la vie est la meilleure école. On a souvent tendance à dire, à dire que bon, étant à l'école ne nous apporte pas la richesse. L'école nous apporte juste l'intelligence, la façon qu'on peut réfléchir sur un projet. C'est pour ça qu'on veut dire à quelqu'un, est-ce que pour être riche, tu vas aller à l'école? Pas forcément. Mhm. Il y a les riches qui n'ont même pas fréquenté. Il y a les milliardaires qui ne sont même pas allés à l'école. C'est l'expérience de vie. C'est pour ça qu'on dit après le bac, c'est où la vie commence. C'est ça qui signifie si tu as réussi ou pas. Tu peux être premier de ta classe, mais dans la vie active, tu es zéro, tu n'es rien. Donc moi, je préfère réussir dans la vie que de réussir à l'école. Mais je préfère même échouer à l'école jusqu'à ce que c'est plus bon. Je donne même les diplômes, je n'ai même pas. Mais dans la vie active, quand on s'assoit pour parler, quand je parle, on ne peut même pas dire un mot. Donc c'est ça. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc tu peux réussir à l'école, tu ne réussis pas dans la vie active. Ok. Le prof a dit EKM, papa. Le Mais prof, oui, non. n'hésite pas de monter et de défendre. La question était, on peut réussir à l'école. Est-ce vrai ou faux? Est-ce qu'on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie? Donc, les amis, n'hésitez pas de monter et de défendre votre réponse en attendant que l'enseignant se reconnecte sur le VPN et revienne parce que il est présentement en Chine et en Chine, je suis ici en Amérique, donc mon TikTok et son TikTok, c'est différent. Lui, il doit se connecter sur un VPN pour être capable d'utiliser TikTok de la même manière que nous utilisons TikTok. Donc, en attendant l'enseignant, vrai ou faux, on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie. Et n'hésitez pas de monter pour défendre votre réponse. Moi, je pense que moi, à la base, l'éducation est tellement importante, surtout donnant le changement rapide de notre société. C'est ce temps-ci, pour être capable de réussir pour tout le monde, pour que ça soit équitable, tu dois forcément aller à l'école. C'est un incontournable. Rends-toi compte, je suis en Amérique ici, ceux qui ne se sont pas partis à l'école ont c'est vraiment dommage pour eux parce qu'ils ont des travaux qui nécessitent la force physique, alors que ceux qui sont partis à l'école, c'est beaucoup plus mental. Leurs jobs, leurs travaux sont beaucoup plus fondés ou bien formés par leurs connaissances et ce qu'ils ont acquis à l'école. Alors que si tu n'es pas parti à l'école, ça veut dire que les travaux qu'on va te donner, les sociétés vont te demander d'aller peut-être dans les warehouses, donc les usines, tu vas travailler dans les usines, tu vas travailler dans les compagnies comme Amazon, paquer les produits, ceci, cela. Mais par contre, quelqu'un qui a l'éducation dans ces compagnies-là, a un travail un peu plus, moins taxant sur ton corps. C'est plus mental. Est-ce que tu comprends un peu ce que je suis en train Oui, je de... comprends un peu ce que tu dis, tu vois un peu. Mais, bon, je vais prendre un exemple. Si peut-être tu avais ton ami dans une classe et vous êtes en classe de terminale, ou bien tu prends troisième, tu passes le BPC, lui, le BPC. Lorsque toi, tu passes en seconde, lui, il décide d'aller entrer dans la vie active. Hein? Est-ce que, au moment où toi, tu vas vouloir entrer dans la vie active, qui va dépasser l'autre? Repose encore ta question. Tu es en classe de troisième avec ton camarade. Ok.
tu passes de BPC, tu vas en seconde, lui, il échoue le BPC, il décide d'arrêter l'école, il se lance dans un business. Ok. Lorsque toi, tu vas avoir peut-être Hello un bac, Nadji. yo, on dit quoi? Bon, Yo continue. Smith, ça va bien? Je suis là. Tu vois, est-ce que lorsque au moment que toi, tu auras le bac, tu viens, tu prends peut-être du lycée que je vais avoir le BTS, et lui, c'est à lancer dans une activité, dans un business. Putain. Donc, la seule différence d'abord, c'est quoi? Quelle est la différence entre vous deux? L'un a peut-être acquis de connaissances de vie et l'autre a acquis juste plus d'éducation. Oui, l'autre a acquis quoi? L'expérience de vie. Toi, tu n'as pas acquis l'expérience de vie. Tu as juste l'expérience, tu as juste les diplômes. C'est cette expérience de vie-là qu'on recherche. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as rajouté. Moi, je pense que c'est important aussi d'avoir les avis des autres. On ne peut jamais être sur la même lancée, mais je pense que c'est important d'être capable de s'écouter aussi. Donc, Et l'enseignant Nadji, j'aime bien ce que tu proposes là-dedans. Oh, merci, It's Dylan. encouraging. Oh, merci beaucoup. L'enseignant est de retour. Son VPN marche. Il est en Chine maintenant. Donc, ce que je veux vous demander, c'est si vous pouvez nous écouter pour qu'on finisse notre partie 2 de notre vidéo. Merci beaucoup les Seigneur, amis d'être montés. Seigneur, bon. Thank you so much. Bisous, bisous, bisous. Thank you. Bisous to you. Ok, l'enseignant, tu es de retour, ça va? J'ai dû payer un autre VPN parce que mon fournisseur actuel, il n'est pas disponible. Donc, j'ai dû repayer un autre VPN tout de suite pour monter rapidement. C'est Ok, pas ok. évident. Donc, Dylan, est-ce que tu peux aller en commentaire? On va continuer notre série. Ok. Bisous, bisous, bisous. Donc, j'étais en train de leur demander, vrai ou faux, on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie? C'est ça qu'ils étaient en train de répondre. Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce qu'on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie? C'est une question qui est très intéressante, mais il faudrait vraiment nuancer. Est-ce qu'on peut réussir à l'école sans être préparé à la vie? Premièrement, il y a déjà ce qu'on appelle la vie de l'école. Il y a ce qu'on appelle l'école de la vie. Donc, aller à l'école doit déjà être, en quelque sorte une certaine préparation. Il y a la vie à l'école. J'ai dit, tu te souviens dans mon précédent live, je disais tantôt que l'école est une société microcosmique dans une grande société macrocosmique, non? Ça veut dire que l'école est la reproduction à petite échelle de tout ce qui se passe dans la société. Par conséquent, combien de fois il y a des enfants qui sont allés à l'école et sont rentrés pour dire qu'ils étaient frustrés? Ils partent à l'école, ils disent que non, mes camarades me dérangent trop. Ce n'est pas le monde du travail. Ce n'est pas le quartier, mais c'est l'école. Il dit que non, on tape sur moi. Parce que vous savez, surtout le lycée. Au lycée, il y a trop de personnes. Chacun vient avec ses habitudes. Chacun vient de son quartier. Il y a comme un choc d'idées. Un choc d'influence. L'enfant qui n'est pas fort, il va quitter le lycée. Surtout à partir de la classe de 6e. Quand tu commences à From 1, 6e là. Attends un peu. Un enfant, il arrive à l'école. C'est quel âge encore? C'est quel âge? De quel âge? Quand il commence à 6e. Bon, à 6e, généralement, je pense que, je sais pas, 6e, c'est peut-être 12 ans, 13 ans. Hein. Ok, donc c'est l'âge de l'adolescence. Dans la science, dans les recherches, à cet âge-là, le côté émotionnel du cerveau de l'individu, c'est ça qui s'allume. Donc, les choix de cet adolescent-là va être un peu plus émotionnel que logique, tu vois un peu. Donc, c'est ça qui peut peut-être amener que l'adolescent doit être influencé par les autres. Peut-être acquérir des amis, c'est ça qui les importe, avoir des amis, donc des choses comme ça. Mais vas-y, vous laissez ajouter à partir de là, tu vois. Oui, puisque quand on parle d'école, il faudrait qu'on prenne en considération toutes les classes. L'école, ce n'est pas seulement ceux qui veulent y aller graduer. L'école, disons, si on parle du lycée, on doit dire que bon, l'école, c'est à partir de la classe de 6e là que ça commence. Donc, il faudrait même qu'on prenne en considération ces enfants qui sont en 6e. N'oublions pas qu'en 6e, c'est pas tout le monde qui a 12 ans. Il y a les vieux de 15 ans, 16 ans à l'école en 6e. Donc, ils viennent avec leur mentalité de sauvagerie pour imposer aux enfants. Et si les enfants, ou bien, c'est même pas les enfants, c'est les enseignants. Si les enseignants ne sont pas vigilants, les vieux là vont gâter tous les enfants. Ce sont les enseignants qui doivent être vigilants. Donc, il faudrait même déjà que, dès la maison, le parent puisse préparer son enfant à la vie qu'il y a à l'école.
Nous ne sommes pas encore dans la vie réelle. Hein. Non. D'abord, la vie de l'école, là, d'abord. Pour vivre l'école, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut déjà qu'à la maison, pourquoi est-ce que quand l'enfant va à l'école pour la première fois, il rentre souvent, soit il est traumatisé, soit il est tout content. S'il est content, c'est parce qu'il a eu une bonne expérience avec son environnement. Il a eu une bonne expérience. Mais si c'est que un enfant va à l'école, il rentre, il est traumatisé et tout, c'est peut-être parce que il n'est pas encore prêt. Pour ça, il faudrait donc que le parent puisse l'encourager chaque jour à la maison pour dire que non, mon fils, c'est l'école, c'est comme ça que ça se passe. Le parent puisse encourager son enfant chaque jour pour dire que non, comme tu pars là-bas, là, c'est comme ça que là-bas se passe. Si jamais on te provoque, voici comment tu vas te comporter. Si jamais on te lance des mauvais mots, va dire à la maîtresse, va dire au professeur. Et là, l'enfant commence à inculquer, il commence à adopter des attitudes qui vont le permettre déjà de suivre. Par l'école, c'est la jungle. Le lycée là-bas, c'est la jungle. Donc, c'est chacun qui vient avec sa part. Les grands frères des terminales vont te gifler. On va te... Si c'est que tu n'es pas, puis encore dans les internats. Donc, la vie de l'école là, la vie qu'il y a d'abord à l'école là-bas, c'est il y a quelque chose. Donc, quand l'enfant rentre à la maison, il est transformé. Il devient autre chose. Le parent va dire, mais mon enfant, c'est là depuis qu'il a commencé à partir à l'école là-bas, il est devenu un genre. Parce qu'il subit une transformation. Si le parent ne peut pas déjà éduquer son enfant à la vie qu'il a déjà à l'école là-bas, ce n'est pas qu'il va sortir qu'il sera prêt à la vie qui va l'attendre, à la vie sociale. Ça, c'est déjà le premier élément. Donc, il faudrait même d'abord qu'on puisse apprendre l'enfant à vivre à l'école. Parce que l'école là, c'est pas facile. Maintenant, après ça, il y a deux personnes qui doivent entrer en jeu, principalement. Il y a déjà les encadreurs à l'école, et il y a aussi maintenant encore les parents. Ça veut dire les parents ont une longueur d'avance sur nous. Et quand je vois les gens penser qu'ils sont plus intelligents, bon, on peut être plus intelligent que nos parents, hein, mais qui sont toujours plus sages que nos parents, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Parce que nos parents ont vécu quand on n'était pas là, et ils vivent quand on est là. Ça veut dire qu'ils ont connu ce que nous n'avons pas connu et ils expérimentent les choses de notre époque. Ils sont encore là pour les parents qui sont là. Ils sont encore là dans ce siècle-ci pour expérimenter les choses de ce. Ça veut dire qu'ils ont une compréhension pour dire à l'élève, à son enfant, que mon fils, comme tu vois, la vie est comme ça, tel métier paye, tel métier ne paye pas, ne fait pas si. Maintenant, l'école aussi a un rôle. Les encadreurs doivent préparer l'enfant à la vie professionnelle, à la vie socio-professionnelle. Parce que socio-professionnelle, c'est quoi? Il y a d'abord la société qui doit te garantir un minimum d'éléments pour que tu puisses t'en sortir. C'est l'homme qui va chercher le travail. Le travail, c'est qui? Le travail, c'est une société morale. J'ai dit l'entreprise, la dernière fois, c'est une société morale. Cette société morale-là, c'est des hommes qui y vivent. C'est des individus qui y travaillent. Donc, il faudrait qu'à partir de l'école, on puisse déjà te préparer à ça. Donc, l'apprentissage là, l'éducation là, ça va se faire même pour le cas de l'école. Et lorsque ce sera fait pour le cas de l'école, ça doit encore se faire pour le cas de l'insertion socio-professionnelle. Donc, on ne dissocie rien. Ça commence même déjà à l'école. La vie là, on doit commencer à apprendre à l'enfant que la vie de l'école, on doit apprendre ça. Et la vie du dehors, la vie d'après l'école, on doit aussi apprendre ça. Voilà. Et relatant tout ça au côté social, on va un peu aller sur le segment émotionnel parce que tu as bien parlé que dans la sixième, ce sont les adolescents et j'ai ajouté que la recherche montre que à l'âge de l'adolescence, le côté émotionnel du cerveau de cet adolescent-là, c'est ça qui s'allume. Et les émotions, beaucoup de fois, influencent nos choix. Donc, les relations font partie de la vie. Quand il s'agit de l'école, quand il s'agit des amis, des parents et tout, mais elles sont rarement enseignées. Donc, je vais donner un scénario. Une personne entre dans une relation, je veux dire relation amoureuse, parce que, tu vois, on veut aussi attirer ce que notre audience aimerait bien apprendre par rapport pour que ils comprennent. Tu vois, comme on parle de connaître et comprendre ou bien d'enseigner, d'être capable d'être éduqué, mais ne pas comprendre. Donc, on veut que notre audience comprenne. Voilà pourquoi je vais utiliser ce scénario. Une personne entre dans une relation, mais ne sait pas communiquer ses besoins, gérer un conflit et poser des limites. Qu'est-ce qu'une relation saine pour vous? Je veux vous demander ça. Et pour toi, l'enseignant.
des relations interpersonnelles d'abord ou bien dans le cadre des relations amoureuses, etc. Amoureuse. Parce que nous sommes des jeunes adultes et beaucoup d'entre nous, tu vois, un peu, sont dans cette phase de notre vie où on est en train de vouloir chercher partenaire de vie, tu vois, ou bien on a des relations amoureuses et tout. Donc, ce que je suis en train de vouloir faire, c'est relater un peu le cas personnel à ce qu'on est en train de vouloir exprimer dans ce segment-ci. Bon, une relation saine, c'est premièrement une relation qui a conscience d'en être une. Tu dis Si tu n'as comment? pas conscience que tu es dans une relation, à partir de ce moment-là, il y aura un problème. Une relation saine commence déjà avec le désir de comprendre qu'on est dans une relation. C'est d'abord le plus important. Tu as quel statut? Je suis dans une relation. Comprends d'abord ça. Une relation saine, c'est savoir se dissocier de la relation. Pourquoi je le dis? Je pense que nous étions dans un live où j'ai dit que on dit ma relation. La relation. La relation là, ce n'est pas toi. Il y a toi et il y a relation. Tu dis, nous sommes dans une relation. Ça veut dire qu'il y a d'abord toi à part, il y a la personne à part, il y a la relation à part. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience de ce qu'est la relation. Ça, ce sont les prérequis de base. Pour qu'une relation soit saine, vous devez d'abord avoir conscience de ce que c'est qu'une relation. Ensuite, il faudrait avoir un minimum d'esprit sain dans un corps sain. Pourquoi? Parce que si vous avez les mains sales et que vous allez vers la relation va accueillir vos mains sales. La relation ne rejette personne. La relation, c'est un peu comme ce qui s'accouple avec tout. Si tu es toxique et que tu t'accouples avec la relation, ça donne une relation. Est-ce que la relation va te dire que je ne veux pas être toxique? La relation prend tout ce qui vient. Si tu es toxique, si tu as un corps toxique, un esprit toxique, et que tu es dans une relation, ta relation sera automatiquement toxique. Ça veut dire qu'il faudrait que tu aies un minimum de corps sain, d'un esprit sain dans un corps sain. De deux, il faudrait comprendre la société. C'est pour ça que les jeunes qui quittent au pays, qui arrivent en Beng, c'est pas facile pour eux de s'adapter en termes de relations. Parce que l'environnement social conditionne la façon avec laquelle on voit une relation. Ça conditionne déjà la base. L'Europe, les relations en Beng, c'est pas la même chose. Ce n'est pas le même ré. C'est pas le même ré. Ce n'est pas la même chose. Si c'est que toi, tu veux que tu as des... Mon ami, réinitialise ton parce que dès que tu arrives à comme ça, parler là-bas, tu vas mourir avec les dettes. Tu vas mourir. Donc, l'environnement social te permet déjà même de comprendre comment est-ce que tu dois amener ta relation. Puisqu'il faudrait qu'on dise que c'est une affaire de valeur et de culture. On aime généralement dire que certaines filles sont matérialistes. Mais si elles sont dans une société capitaliste, elles ne seront pas matérialistes comment? Comment ils ne sont pas matérialistes? Puisque là-bas, on ne regarde pas les filles matérialistes comme étant des mauvaises filles. Si chez toi, les filles matérialistes sont considérées comme étant les filles qui sont mauvaises, sache que là-bas, être matérialiste, c'est la base. Ça veut dire que minimum, être matérialiste. D'abord, tes valeurs, patati, patata, c'est ce que tu vas ajouter. Non, on va gérer ça après. Je suis d'abord matérialiste. Parce que chez moi, dans ma société, je ne conçois pas que être matérialiste, c'est un problème. Être matérialiste, ça te pousse à te surpasser. Ça te pousse à résoudre mes besoins, à résoudre tes besoins et avoir plus de maturité pour entretenir la relation. Ça veut dire que son matérialisme là, ce n'est pas pour elle. Son matérialisme là te permet d'entretenir elle. C'est là où les femmes sont vicieuses parce que tu dois l'entretenir elle, tu dois aussi entretenir la relation en même temps. Oui, c'est pas facile. Tu l'entretiens d'abord elle, tu entretiens la relation en même temps. Tu l'entretiens eux deux. Tu t'entretiens toi, tu entretiens la go, tu entretiens aussi la relation. Donc tu entretiens les trois là, toi seul. C'est pas facile, mais on fait avec. Donc on comprend donc qu'une relation saine, c'est déjà
comprendre. C'est pour ça qu'on dit apprendre et comprendre. Si tu n'apprends pas de ton environnement, si tu n'apprends pas de toi, si tu n'apprends pas de ce que c'est qu'une relation, tu ne pourras pas en mener une. Tu ne peux pas. Donc il faut d'abord déjà te tourner comme ça, tu regardes comment les choses se passent maintenant. On entre maintenant dans les valeurs. C'est-à-dire que quand on entre déjà dans... Ça, c'est quand nous ne sommes pas encore dans la relation. Quand on entre maintenant dans la relation, il y a l'éthique, les valeurs et les limites. Pour qu'une relation soit saine, il faudrait qu'il y ait de l'éthique, il faudrait qu'il y ait des valeurs, il faudrait qu'il y ait des limites. L'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est l'ensemble de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ça, ce ne sont pas encore les limites. Ça veut dire qu'on doit se dire que... Je vais prendre un exemple qui peut choquer. Dans certaines sociétés, les filles aiment quand on passe par d'autres endroits. Dans certaines sociétés, les filles aiment ça. Dans d'autres sociétés, les filles n'aiment pas ça. Par conséquent, il faudrait que tu puisses de manière éthique te dire que si c'est que toi tu vas avec une fille qui aime quand on passe par là-bas et que toi tu n'aimes pas quand on passe par là-bas, la relation ne sera pas saine. Non. Attends un peu, là-bas, c'est où, papa? Là-bas, c'est derrière. Là-bas, c'est derrière. C'est derrière. Il y a les... Oh, we're going to... Ok, je comprends. Je Tu comprends très bien. Donc, ça, c'est... Je parlais d'éthique. Là-bas, c'est derrière. Le trou du derrière. Vous voulez que je parle de ce qu'on appelle la pénétration rectale, anale. Papa, on a compris, on a compris. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant que si tu sors avec une fille qui est dans une société là où on aime passer par le derrière, la fille aime le derrière. Et dans leur société, je vais t'apprendre, tu connais ce qu'on appelle le pegging. Je vais t'apprendre ça. En France, une étude a montré que plus de 36% des hommes, je ne sais pas si je me rappelle du chiffre, a déjà pratiqué le pegging. Ça veut dire que dans une relation, tu commences d'abord par pénétrer la femme et après, elle prend le jouet et te pénètre par derrière. Essaie d'abord de comprendre un peu ça. Comment tu seras, tu es dans le genre là, comment ta relation sera saine. Et ils aiment ça. Ça veut dire que si tu sors avec une fille qui te dit que elle aime faire le pegging, ça veut dire que souvent elle aime se sentir homme. Et quand elle se sent homme, il faudrait qu'elle mette le tuyau et qu'elle te fasse ça par derrière. Et que tous ces gars étaient comme ça. La relation là sera saine comment? Ça va être saine comment? Tu comprends? Et ça, c'est une information que j'avais vue. C'est une information que j'avais vue dans les médias français. Vous pouvez peut-être partir faire les informations. Vous allez peut-être aller vous refaire les infos. Vous allez peut-être aller retaper dessus. C'est ce qu'on appelle le pegging. Une étude a montré là-bas que je ne sais pas le nombre de pourcents d'hommes ont déjà eu à pratiquer ça au moins une fois. Sans compter les gens qui aujourd'hui je me sens comme ça, je me sens la table, aujourd'hui je me sens la chaise, demain je me sens la feuille. Tu vois que ça, c'est dans l'éthique. L'éthique, ça va aussi avec les normes. Il faudrait que les gens comprennent bien les détails. Pour qu'une relation soit saine, il faudrait même d'abord comprendre l'environnement dans lequel ta femme vient, ta copine là. Si elle sort d'un environnement là où ses tantes ont mis tous ses oncles dans la bouteille et que là-bas, ils ont l'habitude d'aller voir les marabouts, la relation là ne sera pas saine. Ça, c'est encore dans l'éthique. Dans la famille, chez ta go là-bas, la go avec qui tu es là, on met les tantes, ses tantes, on met tous ses oncles dans la bouteille. Quand elle vient sortir avec toi, tu penses qu'elle va pas te mettre dans la bouteille. Bon, elle a appris à mettre les hommes dans la bouteille. Ça, c'est l'éthique. On va maintenant dans les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est, quand tu es par exemple avec une go, bien, elle est avec toi, il faudrait que tu vois ce qu'elle va t'apporter, sa plus-value. Son degré de profondeur, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, ce qu'il y a de bien en elle, ce qu'elle peut apporter, ses défauts, ses qualités. Tu comprends? Ça, c'est les valeurs. C'est toujours pour que la relation soit saine. Parce que si tu es avec une fille qui a des valeurs contraires aux tiennes, c'est pas évident. Même si après, vous pouvez peut-être forcer après. Et quand vous allez forcer, la relation n'a aucun problème, mais tu forces un peu, la relation prend seulement. Sauf que quand ça va cuire, la relation va vous expulser. Ça veut dire que la relation va te prendre. Ça va prendre la go, ça va vous cogner les têtes.
La relation va vous dire que, parce que en métaphysique, la relation c'est une chose à part entière. La relation va vous dire, vous avez passé le temps à me donner du n'importe quoi, vous avez passé le temps à me nourrir de mauvaises émotions, à partir d'aujourd'hui, récoltez le fruit de ce que vous avez vous aimé. Vous allez commencer à faire les problèmes. Chaque fois, vous allez faire les problèmes. À partir de ce moment, la relation là ne sera plus saine, elle sera malsaine. Troisième élément, les limites. Se fixer des limites. Et vous allez comprendre que j'ai mis les limites en dernière position parce que ça a un rapport avec l'éthique et la valeur. Les limites. Ce qu'on ne doit pas, là où vraiment, là, il faudrait qu'on s'arrête à un certain niveau. Parce que si quelqu'un, par exemple, avait une go qui te coxe la tête quand tu es en public, et mon bon petit, ça dit quoi, bon. Elle t'a fait ça une fois, tu as laissé, deux fois, tu as laissé, tu es mort, ami, tu es mort. Le logiciel est installé. Quand tu avais tes amis comme ça, ou bien tu avais une go que souvent elle te dit que va nettoyer les couches aux enfants. Va nettoyer les couches. Elle te fait ça souvent quand tu es en IB. Quand il y a tes amis, elle te dit que va un peu nettoyer la couche avant l'enfant. Tu dis que oh bébé, ici devant les gens, tu dis que tu n'as pas souvent l'habitude de venir nettoyer la couche aux enfants ici. Là. Il te dit souvent ça ici chaque jour, tu dis non. Parce que là-bas, tu vas me nettoyer la couche aux enfants. Tu comprends que si c'est que tu n'as pas mis des limites, et ça c'est vice versa. Que ce soit du cadre de l'homme, que ce soit du cadre de la femme, il faut fixer des limites. Donc, on comprend donc que pour qu'une relation soit saine, il faudrait que cette relation soit d'abord encadrée par des valeurs, par de l'éthique et par des limites. Tous ces éléments-là vont permettre de comprendre ce que c'est qu'une relation. La relation, c'est quoi? La relation, c'est une entité qui met en liaison X et Y, ou X, Y et Z. Parce qu'il y a des sociétés là où les relations, c'est par 3-3. 3-3 dit que j'aime les relations là où je suis avec deux personnes. J'aime qu'on est en relation libre. Parce que si tu tombes sur une fille qui te dit que dans sa vie, elle est tout fait de... Comme moi, je veux une relation avec deux maris, oui. Voilà. Donc, vraiment, il faut que tu comprennes vraiment que là où tu t'embarques là, il faut donc tous ces éléments. Tous ces éléments-là, maintenant, chacun peut ajouter. Chacun peut interpréter. Mais pour moi, ce sont des petits éléments qui, tu as compris que j'ai mis la culture à l'intérieur. Ah ouais. La culture, c'est important. Ça, c'est objectif. Maintenant, sur le plan personnel, il y a les valeurs. Sur le plan moral, il y a l'éthique. Sur le plan socio-personnel, on a les limites. Parce que ces limites-là peuvent être encadrées par la loi. Si c'est qu'une fille, tu as l'habitude de te faire tabasser par ton gars et que tu n'as pas mis ces limites-là, si c'est que ça cuit, tu peux l'amener en justice. Tu vois donc que la limite là va commencer dans ton foyer, mais c'est une limite qui est à la fois personnelle et une limite qui est sociale. Parce que la société n'autorise pas que les hommes puissent massacrer les femmes. Et là, ce n'est plus une affaire de toi. C'est une affaire de toi, la relation et la société. Parce que tu es en relation dans une société. Quand tu es en relation, quand tu marches en route, il n'y a personne à côté de toi. Il y a aussi les gens qui sont en relation, non? Sauf que chacun a son type de relation. L'autre a sa relation avec la bière, l'autre a son relation avec la cigarette, l'autre a sa relation avec je ne sais pas quoi. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir élaboré par rapport à ce sujet-là. Vraiment, il y a tellement d'éléments qu'on doit considérer, que ce soit à l'école, notre choix éducatif, notre choix relationnel. Et je pense qu'on a touché vraiment sur beaucoup d'éléments qui peut influencer nos décisions ou bien qui peut aussi influencer le choix que nous menons dans cette vie, que ce soit quand il s'agit de l'éducation, que ce soit quand il s'agit des partenaires qu'on choisit. Et je suis tellement ravie que tu as vraiment listé beaucoup de ces éléments-là en parlant des valeurs, des limites, de cas social, culture, tout ça. Vraiment, merci d'avoir élaboré dessus d'une manière où je suis sûre que beaucoup de gens dans l'audience ont pu comprendre, surtout quand il s'agit de pegging. J'ai appris quelque chose de Donc, maintenant, on est en train de vouloir poursuivre à la fin. J'ai un scénario. Un jeune choisit une carrière non par conviction, mais par la pression sociale, par des imitations, par manque d'informations. Qu'est-ce qui influence vos décisions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses influence nos décisions aujourd'hui? En relatant ce qu'on vient de dire, parce que aujourd'hui, la conversation, c'est sur on apprend, mais qu'est-ce qu'on apprend? Tu vois un peu. La partie 1, on a parlé de comment est-ce qu'on peut regarder
par nous-mêmes et regarder à notre environnement parce que c'est ça qui influence nos choix, qu'on le sache ou pas. Donc, on a élaboré dessus et aujourd'hui, maintenant, on apprend. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Tu as parlé de beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui, de là encore, influencent ce qu'on apprend. Maintenant, aujourd'hui, tu as un jeune. Ce jeune choisit une carrière. Non par ses convictions, mais cette pression sociale-là, environnementale, par imitation, par manque d'information. Aujourd'hui, pour encore élaborer et regarder sur ce qu'on avait peut-être touché l'autre temps, qu'est-ce qui influence nos décisions aujourd'hui? Alors, ce qui influence nos décisions aujourd'hui, tu sais, je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'on a dit la dernière fois. On avait parlé du déterminisme, c'est très important. On avait dit dans le précédent live, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent influencer la vie d'une personne, qui peuvent influencer l'éducation, qui peuvent influencer l'apprentissage, la connaissance et tout. On a parlé du déterminisme social. Le déterminisme social, c'est l'ensemble des pressions que la société vont faire subir en fait à l'enfant, à l'apprenant, à sa famille. On a le déterminisme culturel. C'est la manière dont chaque famille vit, la manière dont chaque civilisation vit, quel est le rapport que ces familles ont avec l'école, l'éducation, la réussite, quel est le rapport que la famille a avec l'argent. On a le déterminisme économique aussi. Je pense qu'on n'a pas mentionné ça, mais c'est un élément important. Mais si tu es né dans une famille pauvre, quel est le pourcentage pour toi d'avoir une éducation dans une grande école? Le pourcentage est réduit. À partir du moment où ta famille est pauvre, même si c'est que tu es comment, il faudrait que tu sois un génie et que tu aies beaucoup de chance. Le pourcentage est déjà à la base réduit pour que tu ailles te faire inscrire dans de grandes écoles là où on paye la pension chère parce que tu es dans une famille qui est pauvre. Donc, ces éléments-là, ce sont des éléments qui influencent beaucoup. Maintenant, alors pour le cas de ce jeune-là, qui a soit par suivisme, soit par manque d'orientation et tout, je vais dire que il doit avoir une grande responsabilité. Tu sais, actuellement, nous sommes dans une société où on peut plus se plaindre chez personne. Nous sommes dans une société là où on ne peut plus accuser personne de ce qui nous arrive. Parce que, en ce moment-ci, nous devons plus apprendre dans le tas. Nous sommes condamnés à apprendre sur le terrain. Nous sommes condamnés à apprendre dans la difficulté. Nous sommes condamnés même à apprendre pendant qu'on cherche à travailler. Nous sommes condamnés à ça. Parce que la société aujourd'hui, la société ne te laisse plus le temps. La société ne va plus te donner le temps d'aller apprendre, d'aller machin. La société va vite. Et souvent, par souci d'être en retard, ça c'est le cas de ce jeune, par peur d'être en arrière, par peur que les tendances sociales ne puissent être trop avancées par rapport à lui, il va vouloir suivre une tendance qu'il ne maîtrise pas. Il va vouloir suivre une tendance dont il n'a pas la parfaite maîtrise, dont il n'a pas la décision finale. À partir de ce moment-là, il va se retrouver sans travail parce qu'il s'est lancé dans un secteur. On lui a dit que le secteur là, ça va donner, ça va donner, ça va donner, ça va donner. Il y va. Mais une fois qu'il y va, il se rend compte qu'il n'est pas outillé. Ça veut dire qu'il n'a pas bien appris. Il a eu des connaissances, mais l'apprentissage était biaisé. Parce que l'endroit où il a appris ne l'a pas donné. Il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu. Bah, ici, il avait prévu ça. Il devait savoir comment s'adapter, peu importe la position sur laquelle il est tombé. Mais il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu qu'il pouvait être dans une situation où il va se permettre de suivre des tendances qui ne vont l'amener nulle part. Il ne peut pas travailler. Soit parce que la famille aussi, en parlant du déterminisme culturel, a donné la pression. Que mon fils va faire le concours rapidement. Mon fils va dans telle école, fais vite, fais vite, fais vite. Il faut dire que tu travailles, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Tu commences à étudier, après tu commences à travailler en même temps. Après tu n'as plus le temps suffisant pour travailler parce que tu dois nourrir la famille. Après, tu te rends compte que tu as à la fois perdu les études et tu n'as pas su gérer le stress du travail et tu perds les deux. C'est-à-dire que tu perds à la fois le travail, tu perds à la fois les études. Tu vois? Donc, cette pression de la famille, cette pression culturelle et familiale peut encore le pousser à aller plus rapidement dans je veux vite chercher le travail. Pourtant, il n'était pas encore prêt. Il faudrait donc que ce dernier puisse s'efforcer dans le temps. Parce que nous sommes dans une société là où on ne peut plus donner la responsabilité à quelqu'un. Soit tu te bats toi-même, c'est pour ça qu'on parlait de conscience.
Si un jeune n'est pas assez parce que tu peux ne pas connaître quelque chose, hein. Tu peux ne pas connaître. Mais tu dois d'abord commencer par avoir conscience de que la chose peut exister. On dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais qui a dit ça. Et l'huile de palme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'huile de palme. Ça veut dire que si c'est que tu as les mains, là, pour moi j'appelle la science aussi les mains, mais que tu n'as pas conscience de l'impact que tes mains peuvent avoir, si tu n'as pas conscience de ce que tes mains peuvent tremper dans des choses qui sont compliquées, il faudrait que tu te débrouilles toi seul, enlever tes mains de ces choses-là pour pouvoir embrasser des choses qui sont mieux pour toi. Tu vas te rendre compte que toute la science et toute la connaissance que tu as acquise, la conscience n'a pas pu guider ça. Et ça revient sur le... Donc à partir de là... Ça revient juste pour dire, oui. Ça revient sur le premier point de aller à l'école, mais est-ce que tu as vraiment compris? Parce que quand tu vas sortir, tu as donné l'exemple de la voiture. Tu apprends qu'à laver la voiture. Maintenant, si le camion vient, tu sors de l'école. Maintenant, c'est le camion qu'il faut laver. Tu vas être vraiment perdu. Tu vois un peu. Tu vas être perdu. Si ta créativité est limitée. Donc, c'est pour ça que je dis que et aussi une affaire de modèle. Les lives que tu fais, par exemple, là, actuellement, plus les jeunes vont tomber sur ces lives, plus les jeunes vont trouver un repère de connaissances. Plus les jeunes vont entrer dans tes lives, plus ils vont comprendre que souvent, on n'a même pas où aller, mais il y a quand même d'autres personnes là-bas qui disent des choses intéressantes. Ces choses-là, ça peut nous aider. Donc, il y a une affaire, je parlais de crise de modèle. On ne sait plus vers qui se tourner. Quand un jeune a cette situation-là, il va vers son parent. Son parent ne dit rien d'intéressant. Il va vers d'autres jeunes. Les autres jeunes veulent encore l'induire en erreur. Mais il va faire donc comment? Vers qui il va se tourner? Parce que c'est ça, l'individu aussi a souvent besoin d'orientation. Il va aller vers qui? Il va se tourner chez qui? Donc, il y a aussi cette crise de valeur-là. Cette crise de modèle. Donc, s'il n'y a pas assez de personnes pour orienter les jeunes, ils vont prendre l'orientation où? Ils sont responsables, ok. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes, ok. Mais ce jeune-là, par exemple, qui se retrouve dans cette situation, si jamais il avait eu une personne pour l'aider, une personne qui va suivre, peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses. Une personne qui allait le ramener à la réalité et qui allait l'encourager. Parce que c'est ça, la santé mentale, souvent quelqu'un est à bout, souvent c'est mort, tu connais de quoi il parle, souvent quelqu'un, ça ne va pas dans la tête. Il est venu ici, là, ça ne va pas. Il a essayé de faire tel concours, ça n'a pas marché. Il est pourtant intelligent, mais il n'a pas une conscience réelle de sa société, de son environnement. S'il n'est pas conscient de son environnement, il va se rendre compte que tout ce qu'il va faire, il sera dans le ndem. Voilà. Je sais un peu quoi dire parce que tout ce que tu dis, ça relate vraiment sur la vie des jeunes, la vie que les jeunes mènent ces temps-ci. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et vraiment, à travers ces conversations, j'espère que les gens sont capables de prendre conscience et de vivre, pas survivre. C'est vraiment mon but à travers ces lives-ci. Parce que, comme tu as dit, il y a tellement d'éléments qui influencent nos choix. Et de fois, on ne sait pas où se tourner. Tellement de choses, c'est en mode... Quelle est cette orientation? C'est comme le GPS. On a besoin de voir d'un GPS pour nous dire, OK, retourne sur cette ligne-ci. Ou bien pense à aller de ce côté parce qu'il y a embouteillage là-bas. Donc, j'espère qu'à travers nos conversations, nos discussions, nous sommes capables d'aider ces jeunes-là à prendre conscience. Moi aussi en train d'apprendre de prendre conscience. Les enseignants conseillent ça à arriver. Moi, le monopole du savoir, ouais, pourquoi moi je suis forte à poser les questions. Nous tous on a, tu sais, plus on vit, non, plus on est en vie, une fois qu'on est en vie, l'individu est condamné. En fait, un individu, te dit une personne qui refuse d'aller à l'école, entre guillemets, une personne qui refuse d'apprendre est plus inutile qu'une table. Parce que la table, au moins, nous sert à quelque chose. Il sera juste un objet qu'on va manipuler, un objet que les partis politiques vont manipuler, un objet que les groupes idéologiques vont manipuler, puisqu'il n'a pas de substance. Il est juste ça. On va l'envoyer ici, on va l'envoyer là-bas, on va l'utiliser, on va sucer. Pourtant, ça peut être une personne qui est intelligente. Il peut être intelligent, mais pour finir, il n'a pas conscience de
non seulement son intelligence, il n'a pas conscience de comment orienter son intelligence et on va l'utiliser dans un individu qui refuse l'école, c'est un individu qui est plus, la table même est plus importante que ce dernier parce qu'il refuse de mettre son intelligence au service de l'humanité. Il refuse de mettre son intelligence à son propre service. Il s'abandonne lui-même. Et s'il s'abandonne, on va donc l'utiliser. Voilà. Wow. Vraiment, merci. On est déjà en train d'approcher la fin et là maintenant, c'est la partie où l'audience nous rejoint. Je veux vos réponses sérieuses. J'ai une question pour vous. Donc, si vous pouviez ajouter une matière à l'école, ce serait quoi et pourquoi? Parce qu'à la base, on est en train de parler de l'éducation. Quand on a commencé cette série, c'est vraiment venu à travers d'une question. On veut le changement, on veut le changement. Oui, certes, on veut le changement, que ce soit au pays, dans nos vies et tout. Mais est-ce qu'on comprend d'abord ce qu'on veut changer et pourquoi est-ce qu'on veut changer ça? Donc, on est en train de vous... C'est comme on est en train de marcher avec vous à travers des différentes parties. Comme ça, ensemble, on peut discuter, on peut gager un peu où est-ce que vous êtes, où est-ce que nous sommes dans la société. Et maintenant, à travers de ça, on peut grandir ensemble. Donc, ma question pour vous, c'est que si vous pouviez ajouter une matière à l'école dans ce système éducatif, ce serait quoi et pourquoi? Et vraiment, c'est relatif par rapport à où vous vous trouvez. Ça n'a pas seulement à être au Cameroun. Même comme nous sommes Camerounais, à travers ces conversations, si on espère d'améliorer notre pays ou bien d'aider des gens à prendre conscience qui peuvent aussi améliorer notre pays. Mais par contre, on peut aussi admettre que nous sommes Camerounais, mais nous sommes partout dans le monde. Donc, où est-ce que tu te trouves? Et si tu pouvais ajouter une matière à l'école, ce serait quoi et pourquoi? Donc, si vous voulez venir nous rejoindre sur le panel, n'hésitez pas à envoyer votre invitation. Mais l'enseignant, moi, je veux te poser cette question en attendant que les gens se sentent confortables de nous rejoindre. Il y a quelqu'un actually qui veut nous rejoindre. Justino. Donc, on va laisser Justino répondre à cette question-là et après, tu pourras aussi répondre. Ou bien réenchérir. Justino. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Allô? Il y a les bruits en arrière, je ne sais pas, on te Je vais bien. Il y a les bruits en arrière, il y a comme la musique ou bien la radio, je ne sais pas. Allô? Ça, c'est qui? Tu me suis? Justino? Je suis de TikTok et de mon affaire. Ok, on va prendre quelqu'un d'autre. Justino, tu avais tellement de bruit derrière toi. Donc, la question était, si vous pouviez ajouter une matière à l'école, ce serait quoi et pourquoi? Comment tu vas? Je vais bien, Monsieur Isingong. Et si tu voudrais monter pour répondre à cette question, feel free to do so. N'hésite pas à monter. Mais l'enseignant, vas-y, réponds à la question, s'il te plaît. Aïe, vraiment, si on doit ajouter une matière à l'école, une matière, vraiment, c'est pas facile. C'est pas, il faudrait même d'abord qu'on pense à ce qui n'existe pas parce que nous sommes tellement limités. Nous sommes dans un cursus, dans un département. Il y en a d'autres départements où il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Il y a des branches, des sous-branches qui existent même déjà. Ça veut dire que si on a même déjà réfléchi sur ce qui existe, on ne va pas s'en sortir. Mais bon, s'il fallait ajouter une matière à l'école, moi je dirais on doit ajouter la matière école. On doit ajouter la matière école. Ah, il va dire une dinguerie là maintenant. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je pense qu'on doit ajouter la matière école à l'école. Bon, bon, je vais t'expliquer. Monsieur Singa, tu l'as pris. Je ne sais pas ce qui me prend. Nadia, sans comment tu es patiente de ce qu'il va dire. Que pourquoi est-ce qu'on doit ajouter la matière école à l'école? Non, on doit ajouter la matière école. Parce que depuis que tu es à l'école,
est-ce qu'on t'apprend à bien comprendre l'école? Est-ce qu'à l'école, on t'a déjà appris ce que c'est que l'école? Non. À l'école, tu peux apprendre les choses, mais on ne t'apprend pas l'école. Pourquoi? Parce que la dernière fois, il t'a fait comprendre que l'école ne se résulte pas au système éducatif. L'école ne se résulte pas à l'université. Beaucoup de personnes ne savent pas comment apprendre. L'école va donc nous enseigner comment apprendre à apprendre. Puisqu'on te demande d'apprendre des choses, mais on ne t'apprend pas à mieux les apprendre. On te dit, apprends 1 plus 1 égale 2. Mais on ne te dit pas comment tu vas faire pour apprendre 1 plus 1 égale 2. On vient seulement te donner la matière. On te donne le cours, on te dit, va étudier. Est-ce que tu connais comment tu vas faire pour étudier? L'école donc va donc être importante dans la mesure où le système éducatif gagnerait à intégrer la matière école pour que tu sois à l'école, que tu sois au quartier, tu puisses savoir pourquoi l'école, qu'est-ce que l'école et les débouchés déjà sur le plan mental et sur le plan de la culture. Quand on dit que l'école est bien, non, ce n'est pas le talking about, l'école est bien. Tous ceux qui disent donc que l'école est bien, ce sont peut-être ceux qui ont pris conscience de ce que l'école est bien. Donc, il faudrait que, pour moi, c'est subjectif, je donne un élément qui est important, que le système éducatif puisse mettre à la disposition des étudiants et des apprenants l'école, la matière école. Les gens ne connaissent même pas ce que c'est que l'école. La preuve, d'autres personnes disent que ça ne sert à rien d'aller à l'école. Les gens ne connaissent pas les diverses formes que l'école peut prendre. L'école a plusieurs formes. L'école n'a pas commencé à l'université. L'école a commencé sous les arbres. L'école a commencé à la famille. L'école a commencé dans le ventre de ta mère. Depuis que tu es dans le ventre, là, tu as commencé à bosse. Depuis que tu es dans le ventre, tu as commencé à bosse. Comment ça? La mère a commencé à transmettre des informations. Quand le bébé est dans le ventre, la mère commence à communiquer, la mère commence à transmettre des informations à l'enfant. Les informations génétiques. Ton corps apprend sans te demander. Quand tu touches quelque chose, ça chauffe là. Ça envoie les informations à ton cerveau pour te dire que la fesse est chaude. Le bébé apprend. Si tu mets un bébé dans la nature, il n'a pas besoin d'un livre. Il va seulement passer le temps à observer, il va reproduire. Tu comprends? Parce que il a cette capacité. Sauf que quand il grandit, il a maintenant besoin de comprendre pourquoi il va à l'école. Pourquoi est-ce qu'il apprend? À quoi ces savoirs vont lui servir? Donc, pour chuter, ce serait important pour moi, c'est subjectif, je dis ce que je pense, qu'on puisse mettre la matière école à l'école pour que les gens sachent véritablement le poids que ce mot-là peut avoir dans l'évolution de l'humanité. Voilà. Merci d'avoir partagé cet avis parce que je partage le même avis. Moi, quand je suis sortie de l'école, ce n'est pas jusqu'à mon master que j'ai compris vraiment l'utilité de l'école, rends-toi compte. Et même à travers mon cycle scolaire, je me retrouvais toujours en train d'aller sur YouTube. Comment apprendre ce sujet-ci? Mon pater m'envoyait toutes les vidéos de comment apprendre des stratégies, comment apprendre. Pourquoi est-ce qu'on doit apprendre ces stratégies-là hors de l'école? Je me suis toujours demandé ça. Pourquoi est-ce qu'il faut que on dépende sur des vidéos YouTube, des vidéos qui n'ont rien même à faire avec notre cycle scolaire? Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas basé dans les curriculums ou bien dans les circuits scolaires? Tu vois un peu? Ça, c'est un bon point que tu viens de mentionner. LB James, qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur la conversation? Moi, j'irais vraiment plus loin dans la conversation en disant que vous avez mentionné beaucoup de points très intéressants, je pense. J'irais plus loin en disant que l'école, c'est plus une structure, hein, c'est plus vraiment une question d'apprentissage. Pour moi, l'école, c'est plus une structure qui structure la façon d'apprendre. Comme tu l'as dit, tu viens de le dire d'ailleurs, la plupart des informations Allô?
LB James, on ne te suit pas ou bien c'est seulement de mon côté? Allô? Ok, on te suit maintenant. Oui, je disais que la plupart des informations qu'on nous apprend, qu'on nous donne, qu'on nous transmet à l'école, nous sont déjà disponibles en quelque sorte en ligne. Si on veut vraiment avoir accès à cette information, on peut avoir et accès, mais la plupart d'entre nous ne veulent pas ou comment dire ça? La plupart des gens n'ont pas la volonté. Dans l'école, moi, je dis que ça donne une voie plus structurée à quiconque veut avoir accès à cette information, d'y avoir accès. Euh, Maintenant, en termes de, je voulais aussi parler de les mauvais côtés de l'école en quelque sorte, en soulevant l'effet que dans beaucoup d'écoles, notamment en Afrique, au Cameroun, l'apprentissage, l'enseignement, l'éducation a été tellement, euh, il y a une dissonance dans les besoins de la société, les besoins de l'économie du pays et ce qu'on nous apprend à l'école en quelque sorte. Et c'est ça qui crée ça crée une certaine dissonance quand il s'agit de à la fin de vos études, à la fin des études des élèves, comment ils intègrent le monde de la vie, le monde de l'emploi. Il y a vraiment une dissonance là où on se retrouve avec des gens qui ont des gros diplômes, comme on dit, mais qui n'ont pas de compétences dont l'économie a besoin. Et c'est vraiment ça, je me dis qu'il y a vraiment il y a vraiment une failure in the education system of our country and je pense que c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de problèmes de nos pays aujourd'hui. Oui, donc c'est vraiment parfois je peux donner un exemple en disant que par exemple parfois la plupart de nos parents quand on ne se montre pas quand on part à l'école, ils disent souvent que bon, tu dois devenir docteur, tu dois devenir ingénieur. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est genre, quand tu deviens docteur, prenons l'exemple de docteur. La plupart de nos parents, on se rêve là, donc c'est vraiment le top du top quand tu deviens docteur, quand tu deviens avocat et qu'on sort. Imagine, tu deviens docteur au Cameroun. Le salaire d'un docteur au Cameroun, c'est combien à peu près? À peu près. Le salaire d'un docteur au Cameroun, je pense que c'est peut-être 300 000. Je peux te dire peut-être 300 000. 300 000, je pense même pas que tu peux vivre, genre, stable au Cameroun avec 300 000. Donc, la plupart d'entre eux, la plupart des docteurs qui finissent leurs études, après avoir fini tout le monter des centres de finir les études au Cameroun, devenir docteur, ils ont brûlé leurs neurones et consorts. La plupart d'entre eux se retrouvent avec des diplômes, avec un emploi qui ne satisfait même pas leurs besoins. Donc, ils se retrouvent à chercher des opportunités ailleurs, chercher des opportunités dans d'autres pays. Et en gros, ça crée un autre phénomène qui est à l'origine d'un autre problème aussi, qui est la fuite de cerveau. Mais le fait même de devenir docteur, le fait même d'encourager nos enfants à devenir docteur, je pense que c'est même là encore un autre, comment dire ça en français, un autre lacune, je peux dire ça comme ça, lacune de notre système, pas seulement le système éducatif, mais le système aussi parental, là où on promouvoit des choses, on promouvoit des emplois qui ne sont pas nécessaires à notre société, qui vont pas faire avancer le pays. Moi, si j'avais un enfant aujourd'hui, je n'ai pas encore un enfant, mais si j'avais un enfant aujourd'hui, je lui dirais devenir, je sais pas moi, il y a tellement de problèmes au Cameroun, par exemple, qui n'ont pas, qui attendent juste que quelqu'un vraiment se tende sur le problème pour, euh, pour créer les prochains millionnaires, milliardaires. La plupart, je dis toujours que la plupart des problèmes du Cameroun sont des sources de, on dit ça en français, désolé. Français, c'est You pas can say mon it in English. You programme. can say it in English. Yeah. Yeah, the biggest problems in Africa, in Cameroon, in Africa in general, but in Cameroon in particular, are like the biggest business opportunities, I feel like. And when I look at a problem like electricity, like lack of electricity, power outages, and like trash lying around the streets,
all those problems, like if somebody was really to try to tackle those problems, he will become like a millionaire overnight. But most people want to become influencers. Most people want to become doctors because that's what they saw people do, saw other people do, and like maybe they got a little bit of money becoming an influencer, becoming a doctor because their parents told them so. But the system is not as like it used to be, like in our parents' time. So like there's this lack of teaching people the right things. There's this lack of having people learning the right skills. That the responsibility of that falls not only on the education system of our countries, but also on our parents. So that's what I wanted to say. Wow, thank you so much. You beautifully really wrapped up what we talked about during part 1. Tu as vraiment en ensemble parlé de ce... tu as fait comme une rediffusion de ce qu'on a parlé pendant la partie 1 et aussi ce qu'on a touché un peu aujourd'hui. On a parlé dans la partie 1 de vraiment considérer les éléments, les facteurs qui peuvent influencer nos décisions. Et aujourd'hui, tu as parlé du système éducatif. Tu vois un peu cette société, la manière que la société est, c'est pas comme par rapport à nos parents. On a besoin peut-être au Cameroun, par exemple, des gens qui sont un peu plus solution focus. Moi, j'aime pas dire problème focus, mais solution focus. Moi, je vois les solutions, je ne vois pas les problèmes. Parce que depuis on passe le temps à voir les problèmes, on passe le temps à parler de ce qui ne va pas, mais on ne s'attarde pas de ce qu'il faut faire pour que... Oui, les avantages du pays, ce qu'on a contre que l'autre pays n'ont pas. Chaque pays a un avantage. Si ce n'est pas un avantage intellectuel, un avantage géographique de port, peut-être le port. Par exemple, le Cameroun est vraiment bien placé en termes de port maritime. Leur port, beaucoup de pays enclavés comme la Centrafrique, l'Éthiopie, beaucoup de pays dépendent du port de Douala. Donc ça serait vraiment un avantage que le Cameroun peut vraiment prendre avantage de ça pour... oui, donc on n'est pas obligé de devenir la prochaine France ou je sais pas quoi, nous développer de la même façon que eux, mais juste en tirer avantage de nous davantage. Désolé, je t'ai coupé, désolé. Ouais, mais ce qu'on voudrait aussi ajouter, c'est que les jeunes doivent être capables de prendre conscience que on ne peut pas attendre que c'est le gouvernement ou bien que ce soit d'autres personnes qui le font. Même toi, tu peux le faire. Tu peux commencer une initiative qui peut amener les gens à enlever ces ordures-là de la route. Tu vois un peu, non? J'ai commencé une initiative, d'ailleurs, je voulais en parler, mais vas-y, continue. Wow. Désolé si je viens interrompre votre conversation. Bonjour. Bonjour d'abord, Nadi. Rebonjour encore. C'est un plaisir pour moi de remonter sur ton panel. Ça fait la deuxième fois que je monte sur ton panel et je suis bien tes vidéos. Tu es vraiment un exemple pour la jeunesse camerounaise. Pardon, je ne suis pas un exemple. Non, ne dis pas ça. En fait, je veux juste te demander, tu vois, quand tu commençais à faire tes lives, je vais te dire, tu es sûr, depuis quand tu commençais à faire tes lives, tu étais encore à 900 abonnés. Mais tu vois que tu impactes. Regarde, je vais te dire, tu vois que tu impactes. Regarde. Et tu vois, de plus en plus, tes abonnés ont monté. De plus en plus, tes abonnés ont grimpé en quelque sorte. Donc, ça veut dire que tu touches quand même la sensibilité de plusieurs personnes. J'ai vu ça.